Le sujet que l'on veut traiter ensemble aujourd'hui, c'est l'investissement dans les PME en 2013. Donc aujourd'hui, comment on va pouvoir tirer son épingle du jeu si on est entrepreneur, si on est investisseur, si on est leveur de fonds. C'est ça qui nous intéresse de savoir aujourd'hui et je vous propose de commencer tout de suite par Paul. Vu que Paul connaît, je dirais, un peu les deux mondes, eh bien, je pense que ce serait intéressant d'avoir tout d'abord sa perspective. Alors j'ai le redoutable honneur, bonjour, j'ai le redoutable honneur de commencer. Je dirais que de notre point de vue, les perspectives et tirer son épingle du jeu en 2013, eh bien ça va vraiment dépendre du stade d'avancement dans lequel se trouve l'entreprise. En fait, on peut considérer qu'il y a quatre créneaux, quatre segments de marché. Des entreprises qui ne font pas de chiffre d'affaires, celles qui sont entre 200 et 1 million d'euros, celles qui sont entre 1 million et 4 et 5 millions d'euros, et puis ensuite le capital développement sur des entreprises donc, qui font plus de 5 millions d'euros. Et là, la situation, selon notre vision et notre ressenti, est vraiment très différente. Pour les reprendre peut-être dans l'ordre, le premier segment avec des entreprises très jeunes, celles qui font pas ou très peu de chiffre d'affaires, trouve aujourd'hui un certain écho avec notamment les nouveaux fonds d'amorçage grâce au FNA, donc qui se sont développés et dont une dizaine viennent d'être fondés en France et qui donnent effectivement en complément et avec les business angels notamment des facilités et donc des perspectives bien meilleures puisqu'il y a tout de même une dizaine de fonds qui ont été déjà créés avec des fonds entre 20 et 40 ou 45 millions d'euros disponibles. Donc ce sont des masses d'argent importantes et donc ça dote véritablement le marché et ce n'est pas fini. Ce qui ne veut pas dire que ce soit simple, hein. Malgré ces fonds, il ne suffit pas d'envoyer son business plan et de dire on va avoir 500 000 ou 800 000 euros, mais en tout état de cause, c'est une vraie nouveauté. Je vais sauter pour peut-être la deuxième étape, celle des 200 à millions sur laquelle je reviendrai. Les entreprises maintenant qui font entre 1 million et 4 millions, c'est compliqué, mais on est là dans des entreprises qui atteignent un certain degré de maturité. Et là, pour les entreprises qui ont du potentiel et qui ont les équipes et je dirais les fondamentaux, on a des perspectives. C'est pas facile parce qu'il y a moins d'argent qu'il y en avait, notamment avec les fonds défiscalisés. Mais si les fondamentaux sont bons, on y arrive. Un peu plus lentement peut-être que les années dernières, mais ça reste possible. Plus on est près d'1 million, plus il faut être vigilant, et si j'ose dire, ne pas se tromper. Quand on monte au-dessus de 4-5 millions d'euros avec des entreprises rentables, là, je dirais, c'est vraiment bien, notre appréciation, parce que vous avez des fonds, de capital développement, vous avez FSI Région, et là, franchement, on peut, je crois, effectivement tirer son épingle du jeu. Surtout que dans tous ces cas-là, il y a ce que je pourrais appeler l'abondement OSEO, voire bancaire et garantie. Et donc je pense que là, la situation, c'est jamais facile, mais on y arrive. Le point le plus compliqué pour nous, et ce qu'on pourrait peut-être appeler l'equity gap, c'est franchement le segment 200 000 euros à 1 million d'euros. Parce que les FCPI, FIP le font de moins en moins, et parce que même les fonds les FCPR qui se lèvent, même ceux qui font donc, on va appeler du yearly stage, en général ont plutôt tendance à commencer à 1 million d'euros. Donc ce segment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lever, on a aussi des dossiers, mais ça veut dire que ce segment-là est particulièrement difficile et qu'il faut y aller bien armé et avec le maximum d'atouts positifs. Et il faut en général pas s'attendre à lever en 3 mois quand on est sur ce segment.
Voilà un petit peu ma vision du marché à très grands traits. On pourra en parler plus longtemps, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, c'est effectivement très intéressant comme perspective. Il me semble que j'ai entendu que Marie, chez vous, vous aviez cette prise en compte de l'equity gap, finalement, ce problème qu'évoquait Paul aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je viens d'arriver dans la conversation, j'ai eu un petit souci d'installation. Est-ce que on pourrait me refaire un point rapide? Je rebondissais sur le fait que Paul disait que là où c'était compliqué aujourd'hui sur le marché de l'investissement, c'était ce qu'on appelle cet equity gap au-delà des 200, 300 jusqu'à 1 million d'euros, où effectivement on trouve assez peu d'acteurs qui sont capables de traiter à ces niveaux-là. Donc apparemment vous traitez dans ces niveaux-là, dans cet equity gap. Votre perspective c'est quoi sur quel est le Nous, déjà, on a vocation, on gère uniquement un seul SCPR privé, donc on a un mandat privé, et on a vocation justement à venir, à soutenir l'économie rhône-alpine. On a des critères qui sont plus éthiques que financiers, donc on est dans la création d'emplois, la création de projets à forte dominance environnementale et sociale. Du coup, voilà, donc on est quand même plus dans une optique, de toute façon on a pour vocation de soutenir l'économie d'entreprises, mais qui sont en besoin voilà, de financement de l'ordre de entre 300 et puis 2 millions d'euros de tickets. Ok. Et aujourd'hui, si je devais vous poser la question donc de manière plus générale, comment on tire son épingle du jeu quand on est un FCPR dans l'investissement des PME? Comment Je pense que nous, c'est allez-y. vrai qu'on devient, avec la conjoncture un peu difficile, on devient un peu plus sélectif. Et du coup, on va plutôt miser. Donc là, on cible clairement des entreprises plutôt dans le développement que dans l'amorçage. Donc on va viser plus des entreprises qui ont des objectifs qui cherchent à cibler à se reconcentrer sur leur corps de métier, à aller plus dans une activité de niche au regard du marché qui devient très concurrentiel, très compétitif. On cherche plus à s'orienter sur des sociétés qui vont chercher à faire du chiffre d'affaires déjà plus à l'international, tout en restant sur des moyens régionaux, et puis qui vont chercher à pas forcément aller sur des business 100% intégrés, c'est-à-dire chercher à maîtriser l'ensemble de leur activité de l'amont à l'aval, mais à maîtriser en fait leur métier en ayant cette flexibilité entre sous-traitance, activité, etc. Donc voilà, typiquement le type de business qu'on recherche, des sociétés qui vont vers l'international et qui maîtrisent sans chercher à intégrer leur activité. Donc c'est un peu difficile, mais ça se trouve. Ok. Je vois mieux. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la vision de Eric qui est plutôt dans l'amorçage du coup des projets? Comment on fait quand on est business angel aujourd'hui pour investir et prospérer? Bon, vous m'entendez comme il faut, c'est bon? Vous m'entendez bien? Allô? Oui, bon. Pour nous, en fait, effectivement, je fais juste un petit rappel qu'il nous arrive, quand on dit amorçage, on est vraiment à l'amorçage parce que quelquefois, on a des porteurs de projets qui viennent nous voir avant la création d'entreprise. Donc, on est quelquefois à N-1 et sinon dans les 2 premières années d'entreprise. Donc, nos tickets, effectivement, si je me place, si je prends au niveau national, on va dire, c'est en gros 140, 150 000 euros par investissement. Même si notre fourchette, elle va de 30 à 800 000, on a même vu des taux plus importants, mais en deuxième tour. Mais globalement, c'est quand même des petits investissements et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure,
Nous, on est en dessous des 300 000, donc je comprends qu'il y ait plus de difficultés pour financer la suite. Alors, maintenant, comment on investit en 2013 dans le contexte? Moi, je vois deux choses. La première, un contexte, enfin, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par là, mais un contexte dû à une soi-disant crise, bon, non, mais à une crise, et à un contexte lié au gouvernement actuel. Alors, comme je n'ai pas l'intention de faire trop de politique et que je pense que chacun est capable de tirer les conclusions sur le deuxième cas, je vais rester sur le premier, on va dire, parce que sur le deuxième, ce serait trop facile et chacun tire les conclusions. Et sur la première partie, je dirais qu'en période de crise, on a un peu tendance à être plus créatif, plus malin, et que la solidarité en général est plus importante. Quand les affaires vont bien, bon, chacun pense à soi, etc. Bon. Alors quand c'est plus dur, les gens ont un peu tendance à se resserrer les coudes, etc. Parce que pour nous, Business Angel, c'est pas toujours qu'une question d'argent. On a tendance à rappeler, en général, pour schématiser les choses quand on a affaire à des porteurs de projets, qu'un Business Angel, il amène un tiers d'argent, un tiers d'expérience, un tiers de réseau. Et c'est vrai que du coup, l'investissement personnel en temps, en conseil, parce que contrairement effectivement au gouvernement, les conseillers sont les payeurs, les Business Angels. Ils mettent de l'argent, mais s'ils se plantent avec le porteur de projet. Donc le temps qu'on passe avec les porteurs de projet peut quelquefois remplacer les capitaux qu'on a plus de mal à trouver. Je me déconnecte là. Qu'on a plus de mal à trouver par moment. Je vois pas rien, j'espère que vous m'entendez. Allô? Oui. Bon, j'ai plus d'image, mais c'est un retour. Donc voilà, en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que 2013, il va falloir effectivement être plus fin, mais ça a été dit tout à l'heure. Mais je crois que comme effectivement on transpire à côté de nos porteurs de projets, pour les business angels, ça devrait être plutôt une bonne année. C'est plus difficile pour les fonds que pour les business angels. Voilà. C'est très gênant de plus rien avoir à l'écran. J'ai plus rien à l'écran. Ok, merci Eric pour cette perspective. Est-ce que Marie veut peut-être rebondir parce qu'elle dit que c'est plus difficile, apparemment c'est plus difficile de l'autre côté de la barrière. Alors, Pour redémarrer le micro. Juste au-dessus. Autant pour moi. Effectivement, j'aurais plutôt pensé que ça serait l'inverse, mais là, on se rend compte dans le capital développement que la majorité des dossiers qui nous arrivent sont plus des dossiers de restructuring que des dossiers de développement. Donc, c'est vrai qu'on a un peu peur que 2013 soit plutôt synonyme de renforcement de renforcement de programme pour assainir les structures financières que pour des projets de développement et des projets d'investissement. Donc peut-être effectivement le capital risque de par des projets porteurs d'innovation aura peut-être plus de facilité à tirer son épingle du jeu que le capital développement dans ce sens. Ok, alors Paul qui est entre les deux, à votre avis, c'est plus dur de quel côté? Je pense qu'effectivement, au niveau des business angels, ils gèrent leur argent. Donc après, il y a des considérations, je sais pas, politiques, de plus-value, tout ce qu'on veut, mais ils gèrent leur argent. Et donc, évidemment, la période est difficile, et pour certains, peut-être qu'ils en ont moins, mais finalement, on gère, on décide. Tandis que pour les fonds, ce qui est effectivement plus compliqué,
c'est que les fonds gèrent, il faut quand même voir, ils gèrent l'argent, ils gèrent pour compte de tiers, ils gèrent l'argent de souscripteurs et d'investisseurs. Et donc aujourd'hui, c'est quand même très difficile pour les fonds de lever des fonds, justement. Donc d'une part, il faut lever. Et puis ensuite, effectivement, il faut trouver les bons projets. Et ensuite, on sait, alors si on est en capital développement, effectivement, il y a des boîtes qui s'ouvrent. Quand on est en capital risque, il y a effectivement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de bons projets. Et il y a beaucoup de projets en ce moment, mais comme justement il y a un peu moins d'argent, comme on est en période de crise, après se pose le problème du rythme de développement. Et donc, pour les investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs là, business angel ou fonds d'investissement, ils sont confrontés souvent à un développement qui risque d'être encore moins rapide peut-être que d'habitude parce que la conjoncture est mauvaise. Ok, alors avant de passer aux perspectives des entrepreneurs, j'aimerais passer la parole peut-être à Jérôme pour une réaction par rapport à cette première partie de présentation d'une facette de... Alors, je pense que je pourrais confirmer tout de suite ce que disait Paul, c'est-à-dire on a assisté à un net décalage donc sur la chaîne de l'investissement de l'amorçage et du capital risque vers le développement. Donc ça a été un signe assez fort donc en 2012. Je dirais qu'on a en fait une double contrainte. La première, c'est que donc on a affaire à des fonds qui ont moins collecté d'argent globalement. Donc c'est déjà un problème de collecte. Et ensuite donc pour des raisons donc justement d'actifs plus sécurisés, ces collectes ont été investies plus loin donc dans du capital développement, donc pour prendre effectivement moins de risques. Donc voilà, donc on a un décalage assez marqué, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les conditions d'application de la loi TEPA étant moins attractives qu'auparavant, on a aussi toute une frange d'investisseurs potentiels, d'investisseurs individuels, qui se sont tout simplement un petit peu retirés du terrain. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner cette source de financement, puisqu'aujourd'hui, par ailleurs, on assiste à un essor de ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est-à-dire que, incitation fiscale ou pas, on a quand même affaire, et c'est une tendance assez franche, à des personnes qui souhaitent s'impliquer, s'investir dans des projets de financement d'entreprise. Voilà. Ça, c'est une vraie tendance. Je pense plusieurs personnes s'accordent à dire plusieurs analystes, s'accordent à dire qu'elle sera durable. Et du reste, quand on voit, par exemple, M. Yasri, d'Oriba Serna, qui va témoigner tout à l'heure, si on sait effectivement communiquer et si on sait parler à ces gens, on arrive encore assez facilement à les convaincre de rejoindre un projet d'entreprise. Voilà ce que je pourrais dire, confirmer ce qui était dit jusqu'à présent. Et merci. Votre perspective là-dessus. Faut bien penser à démarrer. Enfin, je disais, avant de donner mon sentiment sur cette question d'investissement dans les PME et rebondir sur les différents commentaires, je voudrais tout d'abord appuyer le fait que ce que Paul disait tout au début, ce segment de 200 000 à 1 million d'euros qui est très difficile. Et j'en sais quelque chose parce que c'est là où on a beaucoup souffert. Et c'est là où je pense que il y a aussi, là je vire vers le côté que je connais le plus, le monde du biotech pharma, qui est un monde qui est très fermé pour l'instant par rapport par exemple à des investisseurs comme les business angels, parce qu'ils y voient beaucoup de risques. Vous me corrigez, monsieur Lafont, si je dis quelque chose. Si on m'entend, moi je vois pas, j'ai un écran noir pour le moment. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, trouver des 200 000 euros ou plus jusqu'à 1 million d'euros
pour une société start-up en biotech, ça relève de la mission impossible. Dans la conjoncture actuelle, 2013, et là je rejoins M. Lafont qui disait que après les projets du gouvernement actuel, c'est surtout la loi des finances 2013 qui a restreint un peu la manœuvre des business angels sur la plus-value. Donc, mais c'est là où moi je pense qu'il faut être innovant, non seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau trouver des moyens de financement. C'est là où j'ai eu la chance de mettre sur la Euroquity. Et donc, à travers ce système-là, je pense qu'il y a moyen de collecter des fonds par des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs institutionnels, mais qui permettent aux sociétés aujourd'hui vraiment dans une phase d'amorçage et même dans une phase de preuve du concept même, essayer de passer cette phase-là tout en gardant et en générant de la valeur pour la société et en fructifiant les actifs. Je pense que je garderai après le témoignage sur les pratiques par l'utilisation d'Euroquity, mais pour le moment, je confirme ce qui a été dit avant, ce segment qui est difficile, et aussi juste un mot aussi par rapport aux institutionnels, c'est-à-dire les capitaux risques et les capitaux développement. Il y a aussi ce processus de sélection qui est de plus en plus drastique. Je confirme ce qui a été dit par Madame Marie Bourreau. C'est qu'aujourd'hui, on aime bien les dossiers qui sont un peu plus élaborés, qui ont déjà passé un certain nombre de stades, qui ont déjà fait des premières levées de fonds, avant d'arriver devant des investisseurs institutionnels qui demandent beaucoup plus de critères, non seulement en termes de la structure de l'entreprise, mais aussi d'un certain nombre d'actifs qui est déjà généré dans la société, par exemple les brevets, les plateformes technologiques et ainsi de suite. Voilà. Parfait, merci. Merci Aziz. Est-ce que Patrick veut compléter Oui, ou bonjour. donner une version différente de justement comment on valorise son entreprise aujourd'hui? On est actuellement, comme toutes les PME, en stade de développement dans la tranche, on va dire, 200 000 à 1 million de chiffre d'affaires. Et je rebondis sur ce que vient de dire Asri, c'est effectivement, on parle du chiffre d'affaires et il y a des actifs autres que le chiffre d'affaires dans le développement d'une société avant de passer à la phase de 1 million et plus de chiffre d'affaires. Et donc, c'est plus dur effectivement de rechercher des fonds auprès des institutionnels et donc il faut rester sur la phase, pour moi, business angel et quelques fonds d'investissement adaptés à notre tranche. Effectivement, on voit bien qu'il y a cette tranche obligatoire à passer de toute façon dans le développement et on est, comment dire, on peut voir les grands fonds d'investissement venir nous voir en amont pendant cette phase-là, mais on les voit effectivement nous dire à chaque fois, on revient dans 6 mois quand vous aurez passé cette phase-là pour investir au 3e tour d'étape par exemple. Donc je confirme que je pense qu'il y a un palier dur à passer. Comment? On voit que vous l'avez fait. Je disais, on voit que vous avez l'expérience et que tout vous l'avez fait, oui, tout à fait. Revenez nous voir dans 6 mois. Mais aujourd'hui, alors dans notre expérience de la société Vertéol, on n'est pas allé voir spécialement certains grands fonds, mais ceux qui sont venus à nous quand ils ont su qu'on était en train de rechercher des fonds. Peut-être par Euroquity, justement. Donc là,
c'est formateur pour les entrepreneurs comme nous et à nous préparer pour la suite des événements. Ça permet aussi de commencer à trouver ou à sélectionner, ou les fonds nous sélectionnent pour le 3e tour, ou nous aussi à sélectionner nos futurs partenaires pour voir si on est dans la même éthique et la même idée de développement pour le futur de la société. Mais c'est vrai que il y a ce gap que l'on parle toujours, qui est assez apparemment complexe, comme a dit Astrid, qu'il faut passer, quoi. Mais on parle souvent que du chiffre d'affaires et il n'y a pas sûrement que le chiffre d'affaires à prendre en compte.